Bienvenue dans Queer and Curious, le podcast où l'on déballe tous sauf nos bonnes manières. Quoique... On parle queer, on parle pop culture, on parle drama, mais toujours avec amour et une pointe de mauvaise foi bien placée. Installe-toi, prends ton verre, une bouteille, tout ce que tu veux et souviens-toi ici, la seule chose interdite, c'est d'être ennuyeux. So boring. Salut à tous et bienvenue dans Queer and Curious, le podcast un peu queer, un peu curious et surtout très shady. Salut Lucas. Hello. Ça va, tu vas bien? Oui. Ouais, ça commence bien. Si, il fait chaud. Oui, c'est-à-dire qu'on est en Lorraine et on est passé de moins 15 degrés à 18 degrés en 3 jours. Donc, c'est un petit peu difficile à absorber pour nos corps de twink. Puis sans prévenir en plus. Comme ouais, non, mais grave, c'est bienvenue en Lorraine. Il faut que je vous explique quand même pourquoi Lucas est là, parce qu'il était déjà dans le dernier podcast et en fait, Lucas a une promotion. Il va intervenir un petit peu dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler de la culture queer en général et surtout sur les 20 dernières années. Alors, l'avantage, c'est que moi, j'ai un certain âge, donc j'étais déjà grand en 2000. Et moi, j'étais à peine né. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez pouvoir avoir un petit aperçu je vais y arriver. Choc culturel. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que voilà. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en parlant vraiment de la genèse des années 2000. C'est le moment où moi, je devais avoir 12-13 ans, je crois. Non, c'est pas vrai. Je tairai mon âge, mais là, on va vraiment voir comment la culture queer a été exposée à partir des années 2000 et comment moi, je l'ai ressenti et puis comment Lucas en a entendu parler parce que y a que ça. Hein, donc, voilà. Donc, c'est vrai que les années 2000, c'est vraiment là où on a vu sur le petit écran, voire le grand écran, l'arrivée de pas mal de contenus qui mettaient en scène des personnages gays, pas forcément que en second plan, mais c'est aussi des personnages principaux au niveau des histoires. Donc déjà, il y a la vraie série que je pense tout le monde connaît, quel que soit votre âge, votre génération, vous la connaissez, c'est Queer as Folk. Il y a eu 2 versions. La première qui est peut-être un peu moins connue, qui s'est arrêtée au bout de 2 saisons, qui est la version anglaise. Donc c'est la première version. Moi, j'avais tous les DVD, oui, des DVD. Et puis, ça a été repris aux États-Unis par une chaîne spécialisée dans la série. Et c'est vraiment une des premières séries à vraiment refléter le monde gay tel qu'il est, puisque souvent, dans les films et encore de nos jours, les gays n'ont pas de sexualité, ils n'ont pas de romantisme, ils n'ont pas le droit d'avoir d'histoire d'amour. Et ils sont vraiment représentés comme des stéréotypes. Lucas, toi, tu connais la série, tu l'as déjà vue Déjà vu, c'est vite dit. Hein. Si tu te rappelles, je t'ai confié un terrible secret sur Queer as Folk, mais je sais pas si je peux le dire là. Tu peux pas parler de ça, on avait dit que ça resterait entre nous. Vas-y, mais en version... Peggy 18. Voilà, justement. Il se trouve que jeune, moi, pas au début des années 2000, je devais avoir 3-4 ans, mais quand j'étais au lycée, à 17h30, au CDI, j'explorais un petit peu le contenu, les recommandations de ma chaîne YouTube. Et de fil en aiguille, je suis tombé justement sur les scènes les plus chaudes de Queer as Folk. Et qu'est-ce que fait un préadolescent devant quelque chose de chaud à 17h30 seul dans une salle? Forcément. Voilà, je vous épargne les détails, mais c'était vraiment une exploration de ma sexualité déjà à ce moment-là grâce à cette série. Voilà, donc quand même, ça a suscité des vocations, comme je dirais. Après, c'est vrai que même si c'est une représentation qui était peut-être un petit peu stéréotypée de la vie gay, la fête, la drogue, l'alcool, ça fait partie aussi un petit peu du milieu. Et puis, le problème un petit peu de la série, c'est que ça ne représente qu'une certaine partie du milieu, puisque c'est souvent des personnes qui ont un très bon train de vie, qui ont de l'argent, qui sont blancs, qui sont issus de familles racisées blanches. Donc forcément, ça véhicule un certain type d'image et ça stéréotypise encore plus la culture gay à cette époque. Depuis, il y a un reboot qui a été créé de Queer as Folk qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, je crois. Il y a eu qu'une saison où là, justement, ça reprend un petit peu le même principe. L'histoire n'est pas du tout la même, mais ils ont choisi de bien bouleverser les stéréotypes puisque le personnage principal est noir américain, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je vous invite, si vous voulez, à la regarder. Je pense qu'il est sur MyCanal, je crois. Et puis, Queer as Folk, je ne sais pas du tout où elle se situe maintenant, si elle existe encore. Mais en tout cas, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vraiment la regarder. Il y a 5 saisons et ça parle vraiment de tout, du sida, de la jeunesse, de vraiment, vraiment plein de choses. Il y a une autre série qui est sortie un petit peu dans la même époque, en 2004, ça s'appelle The L World. Alors malheureusement, je ne pourrais pas vous en parler parce que je ne l'ai jamais regardée.
Autant que Queer as Folk met en scène une série un petit peu plus vraiment gay. Il y a un couple de lesbiennes quand même dans Queer as Folk. Mais The L Word, au contraire, justement, il explore vraiment la sphère lesbienne de la série. Et là, c'est vraiment des femmes qui sont au centre de la série. Et même chose aux États-Unis à l'époque, ce sont des choses qui se passent en soirée, pas très tard, sur des canaux de grande écoute. Et c'est vraiment des chaînes qui ont mis ça en place au début des années 2000. Après, il y a aussi un petit peu de télé-réalité. Chez nous, c'est sorti sur TF1, je crois. Ça s'appelait Queer... aux États-Unis, ça s'appelle Queer Eye for the Straight Guy. C'est une équipe de 5 homosexuels. Alors, c'est pareil. C'est un petit peu comme les Village People. Il y a vraiment un stéréotype pour chaque personne. Et c'était vraiment ce qui se faisait dans les années 2000. On allait vraiment dans le stéréotype de la personne gay. Et vous qui êtes dans le milieu ou pas, vous savez aujourd'hui qu'il y a autant de gays que d'hétérosexuels avec plein de styles différents. Et il y a des femmes souvent qui envoyaient la candidature de leur mari pour qu'ils soient un petit peu relookés et qu'ils soient un peu moins beaufs. Je sais pas si c'est le terme. Si, je te jure, Lucas. Sérieusement. Et je pense aussi que ça, il y a un reboot aux États-Unis. Et si je me trompe pas, vous pouvez le trouver, je crois, sur Netflix, je crois. Et là, c'est pareil. Alors, je crois que c'est un peu moins caricatural, mais voilà. C'est vraiment le stéréotype des années 2000. En France, donc, le service public, France 2, a sorti un film et une série. Alors, la série, ça s'appelait Clara Scheller. La première saison, c'était avec Mélanie Douté et Frédéric Diefenthal. Et Frédéric Diefenthal jouait un homosexuel. Et tous les deux étaient meilleurs amis. Et on explore leurs aventures au fil des épisodes. Et là, pour le coup, c'est plutôt réaliste. On sort un petit peu du stéréotype, un petit peu que tout le monde voit, c'est-à-dire la folle peroxydée blonde, enfin... de ce côté-là. Et c'est vraiment... il y a un petit peu de milieu, mais c'est vraiment la vie de tous les jours. Et il y a aussi un film qui s'appelle Juste une question d'amour, qui est sorti un petit peu avant 2003, si je ne me trompe pas, qui raconte justement la vie d'un jeune homosexuel qui ne l'a pas dit à ses parents et qui rencontre au retour d'un stage un autre homosexuel. Et ce qui se passera, c'est pareil. Je vous invite vraiment à le voir, parce que c'est un film vraiment sans fioriture, où vraiment... ça reflète un petit peu la réalité. C'est assez réaliste comme film. Voilà pour ce qu'on peut dire au niveau des films. Bien sûr, il y a d'autres séries qui ont été emblématiques pour le monde sexuel. Ça peut être absolument fabuleux. Donc, il y a eu le film qui a été tourné en France avec Josiane Balasco et Nathalie Baye, qui est vraiment pour moi, ça va révéler mon âge, qui est vraiment pour moi une institution du début des années 2000. Tu l'as vu celui-là Pas du tout. D'ailleurs, j'ai quasiment vu aucun film gay. Et en grandissant, je me suis aperçu justement que la figure de la personne gay représentée dans les films et dans les séries, c'était soit deux opposés, donc soit la personne très flamboyante avec tous ses excès, ou soit la personne qui se range du côté matrice et qui ne peut pas assumer sa sexualité. Donc du coup, je suis assez content d'apprendre, grâce à justement tes informations, qu'il y a eu des cas de figure où on représente le gay de la vie de tous les jours également. Ouais, c'est vrai. Et puis, on en reparlera dans la suite du podcast, mais il y a eu beaucoup d'avancées aussi par rapport à ça. Et pas justement que ces deux extrêmes, justement, où la personne qui n'a pas fait son coming out, qui essaie de se cacher le plus possible, ouais. Et la personne qui est complètement à l'opposé et qui était vraiment plus une satire et qui nous a pas attiré que du bien, puisque on en reparlera un petit peu plus tard aussi. Le côté un petit peu satirique de la chose ne nous fait pas avancer la cause. Au niveau de la musique, vers les années 2000, c'était beaucoup Madonna, hein, qui avait commencé déjà dans les années 90, qui était une grosse figure LGBT. En France, je vais pas vous dire, hein, il y avait Mylène Farmer aussi. Non, si, c'est vrai. Ouais, Mylène Farmer, c'est vrai. Après, de toute façon, il y a des divas qui sont dans les années 2000, Mariah Carey, les débuts de Beyoncé également. Voilà, on va pas le répéter. Tout le monde sait très bien que voilà, c'est des chanteuses à succès qui surfent aussi et qui soutiennent ou pas la cause LGBT un peu plus ou pas. Donc Lady Gaga, vraiment, elle est arrivée plus à la fin des années 2000, 2009 ou 2008, je crois. Et là, vraiment, elle a été vraiment, à la fin des années 2000, une vraie activiste en vraiment nous supportant, en nous aidant à nous battre, à se mobiliser pour nous. De toute façon, on en reviendra dans la deuxième partie. C'est vrai que ces années 2000, de 2000 à 2010 ont vraiment été un moteur. Il y a eu de plus en plus, je sais que là où je suis, c'est là où il y avait le plus d'endroits gays, où on pouvait sortir vraiment dans le plus d'endroits. Il y a aussi les débuts, à l'époque, ça s'appelait pas des drag queens, souvent c'était des transformismes.
Ici, c'est d'ailleurs en 2003 que je crois que j'ai commencé. Ouais, je me fais vieille. Vous avez pas vu, mais Lucas, il hausse ses yeux en disant « Bitch, qu'est-ce qu'elle est vieille, cette pute ?» Alors, déjà que dans ma tête, 2020, c'est il y a super longtemps. C'est vrai qu'on est déjà en 2025 et c'est vrai que 2020, ça commence déjà à dater. Le Covid est passé, donc toi, t'es encore plus que passé, quoi. Ouais, moi, je suis congelé, moi, direct. Merci, mon professeur Botox, mais voilà, c'est ça. Mais un jour, vous verrez, je sortirai justement de ce petit bloc de cryogénie. Ouh. Ouais, donc voilà, on était très caritatifs, vraiment le gay flamboyant, ou la lesbienne vraiment, vous savez, le côté un peu camionneuse, très portée sur la chose, vraiment ces deux extrêmes-là, quoi. Mais je pense que c'était aussi dû au fait que on avait tellement peu de représentation de ce qu'était un gay ou une lesbienne vis-à-vis du cadre du quotidien de façon normale que les gens n'arrivaient peut-être pas à se faire une image concrète de la chose. Du coup, il y avait souvent cette représentation justement très stéréotypée de la camionneuse, du gay qui secrètement s'enfile de la cocaïne et de l'ecstasy. Donc, c'est cool que les mentalités aient avancé au moins un petit peu sur ce sujet. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à l'époque des années 2000, bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme il y avait aujourd'hui. À l'époque, on se rencontrait dans des bars, on n'avait pas le choix. Il y avait Caramel aussi. Alors ça, il n'y a que les gens de mon âge qui sauront ce que c'est. C'était un site de chat. C'était sur Internet et tout. Et il n'y avait pas les photos. Enfin, voilà quoi. C'était compliqué de s'en envoyer à l'époque. C'est ça que je me rends compte que je suis tellement vieux. Ah si, comme Coco. Ouais, voilà, c'est exactement le même style de Coco. Mais voilà. Après, il y avait moins, dans les années 2000, il y avait moins ce côté. Maintenant, vous savez, Coco, d'ailleurs, ça a été fermé depuis, mais Coco, vous aviez à peu près une chance sur deux de finir dans une cave ligotée et maltraité comme ça peut arriver de nos jours. C'est pour ça que ça a été fermé, justement. Voilà. Et à l'époque, bon, moi, j'étais très jeune, donc j'avais pas ce côté inquiétant aussi, mais je me disais, les années 2000, c'était top parce qu'on pouvait commencer à vivre un petit peu comme on voulait. Ça se voyait un petit peu à la télé. Le début des années 2000, c'est là aussi la marche des fiertés où elle s'est un petit peu répandue dans toutes les régions. Avant, il y avait juste, c'était fin juin, c'était à Paris. Et ça a commencé, les différentes assos ont commencé vraiment à en créer. Voilà. Et là, maintenant, c'est vraiment ancré dans le monde de nos jours, quoi. On va parler un petit peu politique parce que vous savez que, comme le dit si bien Lucas, on ne peut pas être queer et apolitique. Le début des années 2000 aussi, alors en France, il y a eu le Pax en 96 ou 97, je crois, mais les années 2000, c'est aussi le début de la légalisation du mariage. Le premier pays, c'est en 2001, c'est les Pays-Bas. T'étais où, toi, en 2001 ? Est-ce que je marchais même? Franchement, toi, t'as un avantage par rapport aux gens qui ont une trentaine d'années, un peu plus poussées même. C'est que, en fait, ils se rendent compte que on a beaucoup progressé. Maintenant, la nouvelle génération, c'est vrai qu'elle est née où il y avait déjà des droits un petit peu à droite à gauche. Moi, je suis né. Je crois que l'homosexualité venait d'être dépénalisée. Oh. Voilà, ou pas loin, où il y a quelque chose comme ça, 2-3 ans près, en fait, voilà. Donc. Après, ne crions pas victoire trop vite, parce que ça commence déjà à être le cas en Amérique. Ouais, là, j'ai vu, je crois que c'est le Texas, j'ai vu passer ça hier sur Instagram, qui veut révoquer, là, ils veulent révoquer l'arrêt qui permet justement le mariage pour tous, et ils veulent créer un mariage spécial hétéro. Ils se mettent tout seuls dans des cases maintenant, ils vont savoir ce que c'est. Moi, ce qui m'a encore plus scandalisé, c'est que j'ai vu récemment une pétition de loi prête à l'adoption pour interdire la transsexualité au Texas. Ah, j'ai vu passer ça, ouais, que les trans allaient pouvoir risquer, je crois, jusqu'à 2 ans de prison. J'ai vu passer ça aussi. Je crois que c'est Pence qui m'a donné l'information sur Instagram. Donc, les Pays-Bas en premier, l'Espagne en 2005. Ce qui est bien, c'est que ça augure vraiment un futur radieux pour les homosexuels. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir vivre comme tout le monde, se marier, avoir des enfants, procéder à l'adoption. On a commencé aussi justement à parler justement de l'adoption, de la GPA. C'était vraiment bien. Après, l'homoparentalité, même s'il a toujours existé, elle a toujours suscité des problèmes dans notre pays, même dans les autres pays. Ça restera toujours complexe. Il y a certains pays comme l'Espagne et le Canada qui facilitent ces démarches-là. La France a eu un petit peu plus de mal, on y reviendra tout à l'heure. La GPA, de toute façon, dans tous les cas, qu'elle soit pour les couples homosexuels, les couples hétérosexuels,
Ça reste quelque chose d'assez tabou. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, comme la religion, ce genre de choses. C'est un petit peu le même style que l'avortement. On parle aussi, au début de ces années-là, à essayer d'enlever tout ce qui est un petit peu discriminatoire par rapport au LGBT. Il y a aussi, sur le papier, c'est toujours pareil, parce que, par exemple, il y a les crimes d'homophobie qui sont arrivés dans ces années-là aussi. Les États-Unis aussi, à l'époque, parlaient d'antidiscrimination. On en reviendra tout à l'heure. Je pense que c'est plus trop d'actualité. On essaye vraiment, tous les pays, d'avancer un petit peu sur les discriminations, en tout cas sur le papier, parce que là, je viens de voir, j'ai vu sur les réseaux un jeune homme qui s'est fait agresser, je crois, par 5 ou 6 personnes différentes, qui s'est fait matraquer à la sortie du tram, qui s'est fait insulter, je ne sortirai pas les noms. Où ça, à Caen ? Ouais, quelque chose comme ça, je crois. Et en fait, donc là, il a réactualisé les informations. Apparemment, il y a une première audience. Et ils n'ont pas retenu le caractère homophobe de l'agression. Ouais. Donc, il faudra quand même m'expliquer. Quelqu'un qui se fait tabasser en se faisant insulter de sale. Voilà. Donc, de ce côté-là, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a encore quelques avancées à faire. Bah, let's go. Ok. Non, mais, attends. Lucas fait ses débuts de chroniqueur. Oui, je voulais juste ajouter une parenthèse sur la représentation justement des personnages gays dans les séries, etc. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de nuances maintenant qui sont ajoutées en 2025. Par exemple, je sais pas si tu regardes tout ce qui est genre cartoon ou dessins animés populaires, genre Simpson, Family Guy. Non, j'en ai entendu parler. Si, des fois, je vois des extraits, mais c'est pas des séries dans lesquelles je m'y suis mis ces derniers temps, quoi. Okay. Je regarde pas trop tout ce qui est dessin animé, cartoon, mais vas-y, partage ton expérience, je suis impatient de savoir. En fait, ce qui m'a un petit peu surpris, mais dans le bon sens pour le coup, c'est que Family Guy, c'est un cartoon américain qui est très trash, tu vois, très humour noir. Là, on en voit valser les handicapés, toutes les ethnies, les sexualités. C'est hyper trash. Au moins, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, tous les physiques, c'est également, voilà. Et il y a un personnage gay, justement, dans cette série, qui est le cousin du chien de la famille. Alors, voilà, déjà. Le cousin du chien, donc c'est un chien ? Donc c'est un chien. Sachant que le cousin est hétéro et son cousin est gay, du coup. Mais ce sont des chiens. Et le cousin, justement, apparaît comme un personnage très, très flamboyant, avec en plus son sugar daddy qui est raciste. Est-ce qu'il a des fossiles ? Non, il n'a pas de fossiles. Ah merde. Par contre, justement, il a des sugar baby avec lui, racisés. Donc, des personnages qu'il va importer, entre guillemets, par exemple en Thaïlande, etc. C'est très trash. Mais parmi toute cette représentation justement du gay extra dans cette sphère grinderesque, entre guillemets, on s'aperçoit que le personnage est beaucoup plus profond, il est empathique, même s'il est flamboyant, il est là pour sa famille. Quand son cousin a besoin d'aide, il lui donne des conseils, de drague, des conseils financiers, et tu t'aperçois au final que cette image du gay qui ne servait à rien d'autre que de faire la fête et à se droguer, présent dans le début des années 2000, se transforme petit à petit en toujours la même chose, donc drogue et fête, mais en une personne plus humaine, avec ses défauts. Mais justement, est-ce qu'il n'a pas été toujours comme ça ? Est-ce que justement, c'était pas une manière aussi d'aborder le monde ? Puisque à la fin des années 90, début des années 2000, c'était pas forcément facile pour tout le monde, et de faire un coming out et de vivre. Et justement, est-ce que faire la fête, boire à outrance, l'hypersexualisation aussi, est-ce que c'était pas un moyen aussi de pouvoir extérioriser tout ce qu'on voulait extérioriser à l'époque ? Et puis, ça a encore évolué à la fin des années 2010, puisque aux États-Unis, à l'époque, je ne sais plus sur quelle chaîne, je crois que c'était Logo TV, je crois, RuPaul, donc qui est déjà une drag queen, une des rares drag queens qui est connue depuis le milieu des années 90, qui a déjà eu son talk show. À l'époque, aux États-Unis, c'était quand même déjà high level, a sorti donc sa première émission de télé-réalité et compétition de drag queen, ça s'appelait RuPaul's Drag Race. Alors par contre, la première saison, je vous la conseille pas, franchement. Maintenant, en France, vous pouvez regarder ça sur WoW+. Il y a un espèce de filtre sur tout le monde. C'est très... vous voyez un petit peu les feux de l'amour, très rose. Enfin, les drag queens sont flous. Ouais. Voilà. À croire que ça a été filmé à la VHS à la fin des années 80. Mais voilà, ça c'était vraiment une petite émission un petit peu de niche à l'époque qui, aujourd'hui, on va plus vous la présenter. Il y a des franchises dans le monde entier. Il y a la saison Brésil qui va sortir dans pas longtemps. En France, on va déjà avoir une saison All-Star. D'ailleurs, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la partie sur les années 2020 parce que j'ai plein de choses à dire sur Drag Race France et sur l'opinion que moi j'en avais en tant que drag queen au départ. On y reviendra tout à l'heure. Bref. C'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment...
Moi, je sais que quand j'ai commencé le drag à l'époque, on n'avait pas YouTube. Enfin, voilà, on apprenait à l'époque un petit peu sur le tas. On regardait les autres se maquiller. Ça fonctionnait ici maintenant. Si demain, tu as envie d'ouvrir Internet et de commencer le drag, il n'y a pas de problème. Il y a plein de choses. Il y a même Answer Drag Name qui a créé tout un TikTok autour de ça et qui documente tout son démarrage dans la culture drag. Donc ça, c'est vraiment le début des années 2010. Ça a vraiment commencé aux États-Unis. Après, il y a un effet pervers. Je ne suis pas sûr que toute la culture LGBT et tous les LGBT veulent être mainstream. La culture queer, on le sait tous, elle a toujours été un petit peu underground, elle a toujours été un petit peu précurseur dans pas mal de choses, et du coup, je suis pas sûr que certains voudraient que ça soit vraiment aussi starisé. On peut parler de Trixie Mattel, Bianca Del Rio, qui font des tournées à longueur d'année. Il y a le spectacle qui tourne tout autour du monde. Ils ont même un show à Las Vegas d'ailleurs. Donc c'est vraiment ultra mainstream quoi, de nos jours. Justement, sur ça, la chose qui me fait me poser des questions, c'est évidemment notre culture se résume pas qu'au drag, même si c'est une partie qui est très importante dans notre culture, puisqu'elle a libéré des affrontements, des droits, etc. C'est ça. On peut remercier les drags pour, par exemple, Stonewall. C'est elle qui était avec les trans les premières à ouvrir leur gueule. Et c'est souvent grâce à leur spectacle, justement, ou leur prise de parole qui font aussi avancer les choses. Mais du coup, aujourd'hui, on est dans un espèce de... pas de dichotomie, mais on est dans une espèce de débat en mode... les drag queens chopent l'attention mainstream de notre côté, d'un niveau représentatif. Mais du coup, qu'en est-il des autres figures gays dans la société ? Pourquoi est-ce qu'eux ne sont pas tout aussi mis en avant, tu vois ? Après, moi, je pense plutôt que le drag, il faut pas... moi, je le vois pas que comme du LGBT. Bien sûr, l'avantage du drag, c'est que ça permet de faciliter le militantisme, puisque ça permet d'avoir une ouverture un peu plus précise et plus mainstream de nos jours, justement. Enfin, voilà, maintenant, on en voit beaucoup, même à la télévision, dans les prime time et tout, et ça, c'est super. L'avantage, c'est qu'elles permettent de faciliter le discours, mais moi, je vois plutôt le drag comme un art, tu vois, plus que comme quelque chose d'LGBT. Donc, l'avantage, c'est qu'il faut qu'il soit autant représenté que la chanson, la photo, la réalisation. Après, il est un peu plus niche, cet art-là, et il y aura toujours des drags qui seront plus underground. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on assimile peut-être un petit peu, c'est ce que tu voulais dire, le côté gay et le côté drague, et que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, c'est voilà, ça, je pense que tu voulais dire. Il y a une assimilation des deux cultures. Après, pour moi, même si être drague, c'est, comme on disait avant, justement, brutement, l'art de la transformation, pour moi, c'est un art, justement, qui reste politique. Ah oui, et puis elle le revendique. Voilà, on en est tous là. De toute façon, aujourd'hui, faire du drag, c'est être avant tout politique, et c'est aussi... pour ça que j'ai créé Queer and Curious, c'est pour pouvoir parler tout. Et aussi, comme aujourd'hui, peut-être aller un peu plus chercher dans la culture. Tout à fait. Et essayer de voir où on en est et surtout où on va. D'ailleurs, il me semble que c'était Marcel Duchamp qui disait que l'art, quand l'art n'a pas de conscience politique, c'est un art qui est juste décoratif. Donc ça ne sert à rien d'autre que décorer. Et je pense pas qu'une drag queen soit juste là pour décorer. Non, sinon ça s'appelle une plante. Oui, et puis de toute façon, même si on revient à Drag Race, donc qui en est à sa 16e ou 17e saison, Déjà je crois. 17e saison. En fait, il le prouve toujours que c'est politique. Il suffit de regarder sur les saisons qui coïncident avec des élections. C'est les premiers à dire allez vous inscrire sur les listes électorales, allez voter. Et c'est ce que je vous encourage à faire aussi. De nouvelles élections arrivent bientôt et allez voter. Peu importe pour qui vous allez voter, allez voter. Franchement, la parole de tout le monde est vraiment... On a l'avantage de pouvoir voter en France. Allez-y, faites-le. Peu importe pour qui vous votez. Mais franchement, votez et ouvrez votre gueule. Donc pour en revenir un petit peu à cette culture dans les années 2010, à la fin des années 2010 aussi, il y a une série qui s'appelle Pose qui est sortie, donc qui est plus encore sur une autre niche qui est la scène ballroom, donc qui vient des États-Unis. Donc la ballroom, on va dire que c'est une culture qui date d'il y a très très longtemps, des années 80-90. D'ailleurs, la série Pose se passe à la fin des années 80, début des années 90, ça se passe aux États-Unis. Et ce sont des familles, on va dire, c'est souvent des personnes queer ou des alliés, souvent racisés. Et en fait, ça décrit toute cette série, tout le cheminement. On parle du voguing, et dont on parle beaucoup dans le ballroom. Voilà. Il suffit de regarder, on en a reparlé il n'y a pas longtemps dans Drag Race France. Kiona, qui est vraiment une star du ballroom en France. Kiddy Smile aussi, qui est un personnage très important du ballroom en France.
Donc ça revient tout ça. On parle aussi des débuts du sida, parce qu'il y a un personnage qui apprend, il y a des trans, et ça vraiment, comme on disait tout à l'heure, mainstream. Toute cette culture-là est montrée que justement, la culture LGBTQIA+, elle n'est pas que peroxydée, blonde, elle fait la fête, qu'il y a plein de choses et qu'il y a énormément de personnes différentes. Ça permet aussi de créer des images pour les gens qui grandissent dans ces moments-là. Par exemple, comme toi, je pense que quand tu as commencé à découvrir un petit peu la culture queer ou gay, tu t'es rendu compte que c'était pas que ce que tu voyais à la télé, ou voilà, et qu'il y avait plein de choses aussi qui permettaient de pouvoir avancer et auxquelles on pouvait se rattacher. Totalement. Après, niveau rattachement, pour le coup, pour mon expérience de vie, je dirais pas que j'ai pu me rattacher à quelque chose, mais plutôt que j'ai pu explorer ce que j'étais grâce à cette communauté. Donc pour le coup, c'est pas plus un attachement, mais plutôt une opportunité d'être la personne que je suis aujourd'hui. Après, je cherche toujours une personne qui me ressemble. Donc la représentation, ça compte. Ouais, je pense qu'on cherche tous, quel que soit l'âge qu'on a, et encore plus maintenant avec l'avènement des réseaux sociaux. On essaye vraiment de se rattacher à quelque chose, on dit, et pour se prouver qu'on n'est pas tout seul. Et non, rassurez-vous, vous êtes loin d'être tout seul. Après, par rapport au mainstream, c'est vrai que ça double emploi. C'est ce que disait Lucas tout à l'heure. Il y a ce côté de mainstream qui permet vraiment de montrer la diversité du monde LGBTQIA+. Mais il y a aussi cette récupération un petit peu politique, c'est-à-dire où là, on va utiliser les personnages queer, quels qu'ils sont, pour en faire un petit peu la promotion, peut-être laver un petit peu une sale image de certaines marques ou certains trucs. Vous voyez, nous aussi, on a évolué et tout. Et c'est vrai que ce côté un petit peu mainstream, ça n'a pas forcément que du bon, puisque le problème, c'est que aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, de personnes qui utilisent justement le côté diversité LGBT pour se l'approprier, mais pas forcément de bonne manière. Ah d'accord, on va parler de pinkwashing. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous savez, je fais une petite parenthèse. Dans 3 mois, c'est la Pride. Vous allez voir toutes les petites marques qui vont sortir leur petit logo spécial. Ouais, ça passe vite. Je me demande si Amazon va remettre justement son soutien Pride. Tiens. Non mais voilà, c'est ça. Et là, je pense que cette année, ça va être justement aussi un petit peu un petit test. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera des années 2020. Mais comme ça a énormément changé aux États-Unis, d'ailleurs, j'ai encore vu des choses hier. Pour info, on enregistre le dimanche 9, donc hier, c'était la journée des droits de la femme. Et j'ai vu tellement de choses passer sur les réseaux. Positives. Absolument pas. Que je serais obligé d'en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que le côté un petit peu négatif justement de ce côté mainstream, il y a vraiment ce côté pinkwashing, c'est-à-dire que plus pour attirer, parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, des LGBT, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment énormément. Je suis désolé, hein. Les détracteurs vont vraiment... Mais on est beaucoup plus que vous le pensez. Et nous aussi, on a le droit de nous exprimer, on a le droit de voter et tout ce genre de choses. Et c'est vrai que ce côté-là, souvent, il y a le petit logo avec le petit drapeau. Ça démarre le 1er juin, ça finit le 30 juin. Ça fait genre, on vous aime bien, et ça permet aussi aux gens qui disent « Ah si, c'est top et tout machin ». Et justement, les LGBT, ça permet aussi de dire voilà, on va peut-être investir, alors qu'ils s'en foutent. C'est pas eux qui, le reste de l'année, vont donner à telle sauce, vont se battre pour telle chose. Et là, on le voit aujourd'hui, comment ça se passe, quoi. D'ailleurs, tu sais à quel point la société est dysfonctionnelle quand il existe plusieurs types de 1-1 washing. Greenwashing, je suis sûr qu'il y a genre woman washing somewhere. Ah, oui, non, mais des washing, il y en a autant qu'on en veut de toute façon. Et puis, je pense qu'il y a autant de washing que de minorités, où il y a un moment où ils prennent part des prix parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une niche, mais derrière, il n'y a rien, quoi. C'est bien gentil de dire on vous soutient, on est avec vous, mais vous serez où demain si une partie de nos droits disparaissent ? C'est ça. Qu'est-ce qui vous intéressera ? D'aller vraiment du côté un petit peu politique pour continuer à payer moins de taxes, pour continuer à pouvoir travailler, ou justement soutenir les organisations que vous, soi-disant, soutenez au mois de juin ? De toute façon, là, on est dans un scénario où bientôt, quand il y aura plus le soutien ou l'existence justement de toutes les personnes LGBT, de toutes les personnes racisées, des femmes, etc.,
que vont faire les entreprises? Il y aura qui à vendre les produits? Il y aura qui à soutenir? Oui, c'est vrai. Il y aura plus rien. Donc, il faut se réveiller avant, en fait. C'est exactement ça. Et puis c'est vrai qu'on s'en rend d'autant plus compte puisque depuis 2010, les réseaux sociaux sont vraiment arrivés avec Facebook, puis Instagram, puis pas mal de choses, Tumblr, YouTube. Ça a été un avantage pour nous au départ parce que ça permet aussi un nombre incalculable de personnes puissent s'exprimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut taper sur Google, pour l'instant, quelque chose qui nous ressemble et trouver quelqu'un qui nous ressemble sur les réseaux. Et c'est un vrai avantage. Ça a été vraiment aussi des vrais lieux de discussion. Pour les drags qui débutent, ils trouvent maintenant plein de tutos sur YouTube, de partage d'expériences, ne serait-ce que pour le coming out, où les gens documentaient leur adoption, leur parcours de GPA. Et c'est vrai qu'à l'époque, forcément, au début, c'est tout beau tout rose parce qu'on se dit « Ah, enfin !» on avance. Ou même trouver des infos pour sa première fois. Non, mais voilà, c'est ça. Et c'est l'avantage des réseaux aujourd'hui. C'est un des avantages des réseaux. Ça nous permet aussi de pouvoir se rendre compte de certains concepts et d'en créer d'autres. Puisque je ne pense pas qu'avant l'année 2010, dans LGBT, il n'y avait pas ni les personnes queer, ni les personnes intersexes, ni les asexuels, les non-binaires, les gender fluides. C'est vrai que ça, c'est des choses dont on ne parlait encore pas à l'époque. Et l'avantage, grâce à TikTok, Instagram, les réseaux en général, ça vous a permis de vous rendre compte qu'il y avait plein de genres, plein de possibilités et que peut-être vous n'étiez pas forcément seul. Il y a eu des échanges sur la coming out, ne serait-ce que comment dire à ses parents. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est encore obligé de faire un coming out. Je n'ai jamais vu encore aucun hétéro faire un coming out. Voilà, donc voilà, même ne serait-ce que la transidentité ou ce genre de choses. Enfin, voilà quoi. L'avantage, encore plus maintenant, c'est grâce au portable, grâce au reel de l'Instagram, au TikTok. C'est plus facile d'échanger, d'avoir accès aux informations. En plus, dans les années 2010, il y a eu encore un peu plus de mise en lumière de la transidentité. On peut voir par exemple Laverne Cox dans Orange is the New Black, qui était sur Netflix. Première personne noire, elle est trans, elle joue un rôle de prisonnière. Donc là, on a vraiment tous les ingrédients de montrer la diversité culturelle. Et puis c'est quelqu'un qui est très active pour se battre pour la transidentité, ce genre de choses. Et qui est toujours d'activité aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Et encore plus maintenant. Oui, si, j'ai vu ces derniers temps. Voilà, il y a aussi Elliot Page, donc, qui a fait son coming out à la fin des années 2010, début 2020. L'avantage, c'est que vraiment, on a pu faire avancer les choses et montrer qu'il y avait plein de diversité et ce genre de choses. Ça permet vraiment de mieux comprendre les différentes identités de genre. On a aussi l'émergence de cisgenres, transgenres, même si je pense qu'aujourd'hui, certaines personnes ne font pas la différence. Je vais la rappeler. Lucas, tu sais, hein, rassure-moi. Bien sûr. Voilà. Les personnes cisgenres, ce sont les personnes qui s'attribuent leur genre qui est identique à la naissance. Et les personnes transgenres, ce sont les personnes dont le genre à la naissance ne leur permet pas de se sentir bien dans leur peau, on va dire. Il y a aussi un truc, et là on est pile poil dans le time parce qu'on est le 9 mars. On a beaucoup de similitudes aussi par rapport au féminisme. C'est vrai que c'est un petit peu les féminismes ont joué le même rôle un petit peu dans les années 60. Voilà quoi. L'avantage, c'est que le féminisme queer, ça nous a essayé essayer d'inclure les personnes trans, racisées, tout ça dans les luttes féministes, parce que les féministes, elles nous comprennent. C'est ça qui est un avantage aussi. Et elles n'attendent pas de voir si tu es une femme cisgenre, si tu es une femme transgenre, de où tu viens, de quelle race tu es. Alors là, je vais juste ajouter une petite nuance. Vas-y. Alors, il y a des personnes qui se revendiquent ouvertement féministes, mais que tu vas voir sur Twitter et qui vont dénigrer toutes les personnes trans. Et tu sais de qui je parle. Oui, non, mais là, elle est célèbre. Oui, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. J'ai un truc spécifique pour J.K. Rowling. Non mais voilà, il y a aussi quand je dis féministe, c'est au général, il y a aussi vraiment comme dans n'importe quelle culture et dans n'importe quel courant, il y a vraiment le côté pas sectaire mais très très inclusif où ils se disent voilà, ça s'appelle les TERF d'ailleurs. En fait, c'est des gens qui considèrent les revendications trans comme une menace pour les droits des femmes, par exemple. Okay. Et là, c'est vraiment une branche du féminisme. Mais par exemple, si je prends un exemple clair,
J'étais en ville hier quand il y avait la manif des droits de la femme et il n'y avait pas que des femmes, il y avait des trans, il y avait des queers. Et c'est là aussi où c'est bien, c'est ce qu'on disait dans le premier podcast où j'avais invité Lucas, c'est qu'il y a un moment, il faut aussi qu'on s'aide entre nous si on veut avancer. Tout à fait, yes. Parce que là, on ne pourra jamais avancer dans tous les cas, quoi. Surtout que les femmes sont, entre guillemets, elles font partie de nos meilleurs alliés, puisque justement, elles sont la jonction même entre nous et les mecs hétéros, pour le coup. C'est vrai, ouais, on a tous une meilleure amie hétéro qui essaye toujours de nous défendre. Yes. Moi, t'en as une, toi ? Oui, oui. Ouais, moi j'en ai une et ça fait un certain temps. D'ailleurs, je l'embrasse parce que je sais qu'elle écoutera ce podcast. Oui, non, mais oui, elle me soutient quoi que je fasse. Et ça, c'est vraiment top. Tiens, justement, c'est hyper intéressant parce que hier, j'étais du coup en shooting photo avec une invitée. Je sais pas trop si je peux dire son nom, donc elle s'appellera l'invitée pour ce podcast. Voilà, c'est ça. Et puis on la mentionnera dans le. Yes. Si jamais elle veut bien. Et du coup, cette invitée m'a dit un terme qui était hyper intéressant, justement, parce qu'on parlait justement un petit peu de l'actualité, de la discrimination envers les femmes et envers les personnes LGBT. Et elle m'a dit, je suis une femme qui est aujourd'hui déconstruite. En vrai, franchement, quand on parle de déconstruction, on entend souvent les hommes déconstruits. Ouais. Mais c'est vrai que les femmes, je crois que c'est la première fois que j'entends parler d'une femme déconstruite. Voilà. Donc c'est tout à son honneur, c'est vraiment bien. Et c'est vrai que ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont on ne parlait pas avant de la construction par rapport à tout ça. Pour revenir aux années 2010, on va parler un petit peu de la politique. Donc les années 2010, c'est par exemple 2012 ou 2013, je sais plus. J'ai vraiment pas bien travaillé pour ce podcast. J'ai plein d'infos, mais alors j'ai oublié de regarder. Je crois que c'est 2012. Octobre 2012, je dirais, le mariage pour tous en France. Bon, le problème, c'est dès qu'il y a une avancée, il y a aussi les anti-mariages pour tous. D'ailleurs, on vous embrasse pas. Les conservateurs. Ouais, voilà, c'est ça, qui sont toujours en train d'œuvrer de nos jours, et encore plus, malheureusement. En 2015, c'est la Cour suprême des États-Unis qui légalise le mariage. Là, c'est pareil. Je sais pas combien de temps ça va durer encore, malheureusement. Et puis après, il y a d'autres droits qui passent, comme la facilité. C'était il y a juste une décennie. C'est ça. Et le problème, c'est que ça aura duré que 10 ans. Dingue. Parce que là, voilà, vous vous rendez bien compte qu'aux États-Unis, ça commence à être un petit peu compliqué, quoi. Voilà, les conservateurs, ça va vraiment que dans les boîtes de conserve. C'est exactement. Il ferait bien d'y rester et ça serait très bien. Mais c'est vrai que bon, voilà, il y a eu pas mal d'avancées, que ça sera les droits trans aussi, la facilité de changement d'état civil, quelque chose qui est pas si vieux que ça aussi et qui n'est pas encore interdit dans tous les pays, c'est les thérapies de conversion. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais, c'est vrai que malheureusement, je pense qu'on n'en parle pas assez. Quelle perte de temps. Ouais, voilà. Et puis, ça rend les gens. Imaginer quelqu'un qui est déjà pas trop sûr de lui, c'est compliqué, quoi. Thérapie de conversion. Et le pire, c'est que ce principe justement d'oppresser une minorité pour pas la faire virer, enfin là pour le coup pour la faire virer de bord, mais pour la faire taire en tout cas, ça s'applique aussi aux femmes dans des pays qui sont actuellement en guerre. Donc je trouve ça incroyable, le toupet et l'audace de l'homme à vouloir faire en sorte que tout lui ressemble. Ça me sort par le trou de nez. Et souvent, je sais pas si tu as remarqué, mais les gens justement qui gèrent ces thérapies de conversion, ce sont les mêmes qui se battent justement pour les femmes qui sont voilées et qui n'ont pas le droit de l'ouvrir. Voilà quoi. Pourtant, tout est sur le même pied d'égalité. C'est bien marqué dans la Constitution. Chaque homme naît libre et égaux en droit. Donc, il y a un moment, il faut le respecter. Dans le même temps, à la fin des années 2010, ça commence un petit peu à devenir bancal. Il y a le premier mandat de Trump. Là, ça a commencé un petit peu à essayer de restreindre un petit peu tout ça. Ouais, même certains si c'était disent plus même difficile. Que c'est son premier mandat justement qui a donné la parole justement à la vague de conservateurs qu'il y a aujourd'hui. Donc tout remonterait au premier mandat, selon certains. C'est vrai que même à l'époque de Joe Biden, en plus, durant le premier mandat, Trump a eu quand même le pouvoir de pouvoir nommer beaucoup de personnes. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas comme des gouverneurs, mais une fois qu'ils sont nommés à vie. Et il n'a nommé que des personnes qui sont ultra conservatrices. Ce qui fait que ça n'aide pas aussi pour faire avancer les choses. Et puis, il y a plein de choses. Il y a aussi au Brésil, où il y a eu pas mal de politiques transphobes aussi à la fin. En Europe, on peut parler de la Pologne.
hein, de la Hongrie. Est-ce qu'on parle aussi des petites prisons là vers la Tchétchénie, tout ça? Oh là là. Voilà. Et puis, il y a aussi le début du anti-woke. C'est pareil, c'est quelque chose dont on ne parlait pas. Après, woke, c'est quelque chose de positif. Hein, et ça ne concerne pas que la culture LGBT. Hein, Bien sûr, justement, les féministes utilisent woke aussi. Voilà, On parlait du droit des femmes, donc... Donc voilà, il y a un moment, c'est juste être juste attentif à l'autre. Voilà, être woke, c'est juste être attentif aux personnes qui nous entourent. Et je pense que ce ne soit pas si difficile que ça. C'est ça, c'est faire attention aux personnes, aux minorités qui sont oppressées, et juste avoir conscience que être sur un pied d'égalité, ça ne sera pas la fin du monde. Non, mais c'est ça, et c'est juste être égal, en fait. J'ai encore vu quelque chose ce matin, justement, comme quelqu'un qui dit anti-woke, qui dit qu'on fait une promotion à outrance des droits LGBT, des LGBT. Non, c'est juste qu'on existe et qu'à un moment, les LGBT, ils en ont marre de fermer leur gueule. C'est juste Tout à fait. On est plus visible et c'est juste la réalité. Et on fait la promotion d'un besoin à ce stade. C'est pas juste faire une promotion, c'est juste montrer qu'on existe. On vend rien. On n'a jamais forcé personne à devenir gay, à devenir trans. Enfin, je sais pas, je pense pas. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, les gens, ils ont envie de l'ouvrir, et ils ont envie que ça avance, et voilà. Et c'est juste que ça recule. Hein. Mais là, malheureusement, voilà. On passe au premier quiz. Alors, j'ai décidé de faire un quiz un petit peu de personnalité. C'est vraiment un truc un petit peu femme actuelle. Si vous êtes à la maison, je vous invite tout de suite à prendre de quoi noter, un papier, un stylo, vous faites pause et après vous revenez. C'est l'heure du quiz. Quelle époque queer est faite pour toi? Allez, donc, là, le but du jeu, ça va être... je vais avoir des petites questions. À chaque question, tu as le droit entre 3 d'informations, A, B ou C. Il faut noter le plus de A, le plus de B, le plus de C. Et à la fin, vous faites le total. Et en fonction du nombre de réponses que vous avez, je vous dirai qui vous êtes. Et surtout, quel queer vous êtes. C'est parti? Yes. Allez, la première question. Ta soirée idéale, c'est quoi? Alors, le petit A, c'est une soirée clubbing sur du Madonna ou alors du Kylie Minogue. On peut même rajouter Britney Spears si vous voulez. Un marathon RuPaul's Drag Race avec tes potes. Donc là, 17 saisons, ça va durer 3 jours. Ou alors une manif queer suivie d'un voguing ball underground. Je te laisse noter. Moi aussi, je vais noter. Et puis après, on fera le total. Il manque une réponse D. Il manque une réponse D. Ouais. Ça serait quoi pour toi la réponse D? La réponse D, ça serait un verre de vin, un plaid et la télé. Ah oui, alors rajoutez en D un verre de vin. Alors imaginons que tu as une vie sociale. Je peux essayer d'imaginer, mais c'est compliqué. C'est difficile, mais vas-y. Ok. Allez, pour la deuxième question, c'est quelle est ton icône queer ultime? Réponse A, Madonna ou Elton John. Réponse B, Lady Gaga ou RuPaul. Réponse C, Lil Nas X ou Indie Amour. Celle-là est facile. Oui, franchement, ça va. Alors, ta série queer ou ton média queer préféré? Réponse A, Queer as Folk ou The L World. Bien sûr, on parle des versions US, hein, Queer as Folk UK, ça compte pas. La série Pause et Orange is the New Black, qu'on parlait tout à l'heure. Ou alors plutôt les TikTok éducatifs et les podcasts engagés, comme le nôtre. C'est bon? Yes. Ta pire peur queer, c'est être la seule personne gay du village. Ça, c'est la réponse A. La réponse B, c'est que le rainbow capitalisme tue la vraie culture queer. Et la C, c'est un retour total des lois anti-LGBT+. Voilà, il n'y a pas de question. Là, je pense que tout le monde aura la même réponse. Ensuite, ton mood vestimentaire. Bah là, on est... Ce qui est bien, c'est que si vous nous voyez, on est complètement du tout à l'opposé. La nuit, quoi. Mais là, c'est... Alors, la réponse A, c'est slim, taille basse et t-shirt Abercrombie & Fitch. B, crop top et paillettes, ambiance Pride toute l'année. C, un mix entre streetwear et vibes non-binaires futuristes. Bah là, je pense aussi qu'il te faudrait une réponse D. Je me vois dans aucun des styles. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, je suis un peu sectaire quand même. Hein. Je vais essayer de me rappeler de mes jeunes années. Attends. Ok. Moi, je saurais quoi mettre sur toi pour tes jeunes années. Ce serait peut-être méchant, mais... Fais gaffe. Bah, je dirais B.
crop top paillettes. Holy. Quoique pour la Gay Pride d'il y a combien ? D'il y a 3 ans, j'avais juste un blazer, rien en dessous, et des fleurs que j'avais attachées au-dessus. Ça, c'est du Ça bouquin. compte. Franchement, t'aurais pu le ressortir pour ta DA dans ce moment là. Oh, de ouf. Ouais. J'aurais pu. Bon, allez, je vous laisse compter justement le nombre de petites réponses que vous avez. Puis en fonction de ça, je vous donnerai ce que vous êtes. T'as compté ? Yes. Moi, ça marche pas. Oh non. J'ai une égalité. Je suis un peu des deux, alors on va dire ça. Bon, alors, si vous avez... je dis d'abord toutes les réponses et après on dira qu'est-ce qu'on est. Si on est une majorité de A, vous êtes bienvenue dans les années 2000, un petit nostalgique de l'ère pré-Instagram. Toi, t'as vraiment connu Caramel. T'as grandi dans l'époque où être gay, c'était déjà un sacré acte de rébellion. Mais surtout, t'as vraiment pas oublié les iconiques séries Club Bling où Britney était vraiment la déesse de tous les gays. Tu crains vraiment qu'on te demande de sortir des années 90 et tu ferais tout pour ramener le pantalon de taille basse à la mode. On te pardonne, t'es vraiment un poignet. Mais je pense que, tu sais, t'as encore le vieux Motorola, là. Je suis sûr que Lucas, il sait même pas de quoi je parle. C'était le téléphone qui se fermait en deux. Si t'es une majorité de 10, alors, toi, t'as vu en flèche la montée du militantisme et t'as pas hésité à en profiter. T'es à fond dans les années 2010 où le message était clair, sois fier et tout le monde devra s'y faire. En gros, t'en as rien à foutre de ce que les autres pensent et t'es comme tu es. T'as mangé du RuPaul's Drag Race avec tes amis et tu te souviens encore de la première fois où tu as mis un crop top pour la Pride, prêt à prier. Alors, ça marche aussi pour les blazers sans rien en dessous avec les fleurs. T'as aussi compris que la vraie culture queer n'a pas de prix, mais que les paillettes, elles coûtent cher. Et si quelqu'un ose mentionner le rainbow capitalisme, tu lui balances un monologue comme un pro. Bravo pour ta conscience, vraiment. Si tu as eu une majorité de réponses C, bienvenue dans les années 2020, où tu sais très bien que tout n'est pas aussi rose qu'on veut nous le faire croire. T'es bien dans l'air du temps, woke, engagé, prête à tout pour déconstruire les stéréotypes. Tu ne te contentes pas de regarder RuPaul Drag Race et tu analyses aussi comment la culture queer est utilisée pour vendre des produits. TikTok et podcast sont tes terrains de jeu et tu n'as plus de chances de parler de l'impact des lois anti-LGBT que de ta dernière soirée. Ta vibe, non-binaire, futuriste, est toujours à l'avant-garde des luttes queer. Tu es le futur, oh waouh. Et il semble que tu aies déjà pris une longueur d'avance. J'aime bien. Ah oui, non, voilà, c'est tout à fait toi en fait. C'est vraiment le meilleur test de personnalité qui existe. Allez, on va passer à la suite. Allez, on va revenir un petit peu à notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé ces 5 dernières années et voir un petit peu où ça nous mène. Bon, malheureusement, vous le savez, 2020, c'est un peu moins sympa que ce qui nous attendait en 2000 et en 2010, même s'il y a des choses super sympas. Tout ce que moi, je peux retenir de ces quelques dernières années, c'est que tout ce qu'on a réussi à avoir depuis 2000, on a du mal à le garder, en fait. Il y a de plus en plus de lois qui sont anti-LGBT, surtout en ce moment aux États-Unis, et même avant Donald Trump. On peut parler, par exemple, si on revient au sujet drag, ça fait quelques temps maintenant, je dirais 2 ans maintenant, que certains pays, certains États aux États-Unis, ils interdisent, vous savez, dans les petites médiathèques, il y avait des lectures drag pour les enfants. Ça, par exemple, ça a été interdit. Il y a aussi tout ce qui est transition pour les mineurs. Donc, ils estiment que tu ne sais pas qui tu es avant un certain âge. Par exemple, aux États-Unis, ils avaient l'avantage d'avoir un système de bloqueur de puberté pour les plus jeunes, ce qui permettait vraiment de ne pas déclencher la puberté et de pouvoir faire une hormonothérapie du bon genre dès le départ. Donc, éviter tout ce qui peut être traumatisme pour certaines personnes et certaines opérations. Et ce qui est bien, c'est que ça évite plein de problèmes, puisque ça te permet d'avoir un cispassing dès ton plus jeune âge et d'éviter d'obliger d'expliquer à l'école pourquoi tu as changé de prénom, pourquoi tout ça. Et ça, c'était vraiment top. Il y a aussi beaucoup de drama par rapport... on peut parler des derniers Jeux Olympiques, par exemple, les athlètes trans, de voir dans quelle catégorie on les met. Ça, par exemple. Il y a aussi... je vais parler de la Floride, où on ne peut plus parler de LGBT à l'école, alors que justement... ce serait quand même bien que les petites LGBT aient des représentations dès le jeune âge. Ça éviterait tellement de choses, et ne serait-ce que pour l'acceptation. On va éviter de reparler du suicide dans les Vosges il y a quelques années,
en cause de harcèlement homophobe, justement. Tu vois, ça me bute dans la mesure où pour le coup, la propagande anti-woke va être là à te dire il faut pas parler LGBT, il faut laisser les jeunes être qui ils sont. Bah non, justement, en fait, vraiment, ce qui est dit aujourd'hui, c'est on fait ça pour protéger les enfants. Mais oui, mais il faut pas oublier que les enfants se posent des questions Bien sûr. Dès leur plus jeune âge. Enfin voilà, je pourrais parler de certaines personnes. Moi, j'ai une amie qui a débuté un parcours de transition il y a 8 mois et on en a parlé en message privé justement parce que c'est quelqu'un dont j'ai été très proche il y a 15 ans. On travaille ensemble et elle m'en avait jamais parlé. Et c'est vrai que quand je lui ai dit mais est-ce que ça fait longtemps que tu as ce besoin et tout, et elle me dit autant que je m'en souvienne j'en ai toujours eu besoin. Non. Et à l'époque elle m'a juste dit je pensais que ça serait juste plus facile d'être gay. Voilà, c'est juste une représentation aujourd'hui où on dit bah voilà, on enferme les gens dans des cases et comme ça peut-être que dans certaines cases ils sont mieux que d'autres. C'est comme tous les gens qui vivent dans le placard toute leur vie et qui malheureusement je pense pas qu'ils vivent heureux toute leur vie malheureusement. Et c'est vrai que là, on a une stratégie qui légitime la discrimination en disant « mais c'est pour leur bien, il ne faut pas leur enseigner ça ». Et là, on peut revenir aussi aujourd'hui à ce qui se passe en France avec la loi pour l'éducation sexuelle à l'école, où les gens confondent tout, où ils pensent qu'en primaire, on va leur expliquer comment faire une levrette ou un cuni ou ce genre de choses, alors que pas du tout. Le programme, si vous le lisez bien en primaire, c'est juste l'acceptation de soi et des autres. Et il faudrait peut-être commencer par ça. Malheureusement, aujourd'hui, l'école elle est obligée de faire ce que plein de parents ne font pas. Et voilà, il faut juste que les gens apprennent à s'accepter et accepter les autres et que juste on vive chacun tranquillement de notre côté. On n'aurait pas besoin de faire tout ce qu'on est en train de faire si ça c'était fait pour tout le monde. Après, je sais pas ce que toi t'en penses. Je suis totalement d'accord et encore une fois, je tiens à souligner que lorsqu'on parle justement d'éducation à l'inclusivité, personne n'a jamais envisagé un jour encourager les personnes à devenir quelque chose qu'ils ne sont pas. On dit juste, ça existe, c'est ok, et si tu te reconnais, t'es pas seul, et on est tous sur un pied d'égalité. C'est simplement ça. Donc, je dis ça parce que je fais l'erreur à chaque fois, quand je vois des contenus politiques sur les réseaux sociaux, de voir l'espace commentaire. Et tu t'aperçois qu'à chaque fois, c'est les mêmes craintes injustifiées. Je sais, moi, à chaque fois. Enfin, voilà, c'est méchant. Tu vois de quoi je veux dire. Quand je regarde les vidéos, quand je scrolle, que ça soit sur Instagram ou sur TikTok, à chaque fois que je vois un discours... c'est un discours normal au final, puisque c'est juste quelqu'un qui raconte son histoire ou sa vie ou un épisode qui lui est arrivé. Et à chaque fois que je vois ce genre de vidéo, la première chose que je fais, c'est je vais voir dans les commentaires ce que les gens disent. Il faut vraiment qu'on arrête de faire ça. Mais et malheureux. Alors, je suis désolé, hein, je peux pas m'empêcher de commenter parce que souvent c'est des choses erronées. Là ces derniers temps sur TikTok, il y avait beaucoup de vidéos justement par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à la loi sur l'éducation sexuelle. Mais les gens, ils sont même pas allés voir exactement ce que c'était le projet de loi. Ils ont vu une vidéo, ils se sont dit « Oh là là, mon Dieu !» et ils ont juste suivi le mouvement. Ce qui est aujourd'hui le gros problème, c'est-à-dire qu'il y a des personnages politiques qui utilisent justement les LGBT et la peur des LGBT justement pour en faire un atout électoral. Ça permet de séduire vraiment plein de gens. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si on a beaucoup évolué sur les droits, si on en parle plus, il y a toujours ce côté stéréotype. C'est comme les gens qui confondent PD et pédophile. Je suis désolé, mes propos sont peut-être un petit peu méchants. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font l'amalgame entre ces deux choses. Et le problème, c'est que aujourd'hui, avec la multitude d'informations qu'on a par les médias, les gens, ils vont plus chercher par eux-mêmes. Ils vont pas aller chercher un livre, aller dans une médiathèque, essayer de se renseigner sur le sujet. Ce qu'ils voient, puisqu'ils l'ont vu, que ça soit les médias ou les réseaux, hein, j'exclus personne de ça, parce qu'ils l'ont vu à la télé ou parce qu'ils l'ont lu sur Facebook, parce qu'ils l'ont vu sur YouTube ou sur Instagram, c'est forcément la vérité. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Il y a tellement de choses qui sont détournées. En plus, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui est là. On peut dire ce qu'on veut à n'importe qui, malheureusement. Franchement, avant de commenter, juste allez voir. Franchement, surtout si c'est politique, si c'est une loi, si c'est ce genre de choses, que ça soit LGBT, pas LGBT ou n'importe quoi, allez voir. Faites-vous de votre propre opinion et ne soyez pas que des suiveurs par pitié. Et je tiens aussi à préciser, je vais rebondir sur ce que tu as dit, ne soyez pas que des suiveurs. Et surtout, attends, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais pas. Ça m'a tellement mis dans un état de rage que contenir ce que je voulais dire, c'était hyper compliqué parce que j'étais en mode lorsqu'une information passe sur les réseaux sociaux, etc., on s'attend pas
à ce que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, à ce que tout le monde puisse justifier ses choix, etc. C'est OK de pas savoir. Ce que je trouve moins OK, c'est de se complaire justement dans quelque chose dans laquelle on n'a aucune information pour valider ses propos, objectivement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que souvent, et on le voit de plus en plus, et que ça soit sur TikTok et surtout sur Facebook, c'est d'ailleurs pour ça que je n'y suis quasiment plus, c'est-à-dire que c'est plutôt presque une éloge de la haine et plutôt du conservatisme complet, quoi. C'est-à-dire que dès l'instant où quelque chose ne rentre pas, entre guillemets, dans ce qui est, entre guillemets, le bien, ou ce genre de choses, ou la ligne directrice, voilà, c'est forcément mal, et il faut forcément que ça soit complètement mis de côté et dénigré, parce que les commentaires sont pas juste... et c'est ce que je disais dans le précédent podcast, si ça vous intéresse pas, si vous n'êtes pas concerné, swipez, changez de sujet. Voilà, moi demain il y a un sujet qui ne m'intéresse pas, ben j'y vais pas, quoi. Enfin voilà. Ou alors c'est que vous prenez un malin plaisir à dénigrer les gens, et ça, je vous rappelle que c'est puni par la loi. Hein. Ouais, puis ça s'appelle du harcèlement et c'est puni par la loi, c'est pas un droit. Hein. Il y a quelque chose aussi que je me demande, c'est est-ce que les conservateurs réagissent de cette façon parce qu'ils ont peur d'être, entre guillemets, mis à l'écart, tu vois. Et la chose qui me fait réagir beaucoup à cette question, c'est nous, on se bat, entre guillemets, juste pour être sur un pied d'égalité, et la plupart des conservateurs se battent juste pour garder ce qui se faisait déjà à l'époque. Sauf que qu'est-ce qui se faisait déjà à l'époque ? Les discriminations. Je vais parler d'un sujet sensible apparemment, mais la chasse. Je déteste la chasse et je ne comprends pas les chasseurs. Qu'est-ce qui se faisait ? Il y avait le sexisme également. Donc toutes ces valeurs qui sont obsolètes et qui pour moi n'ont pas de raison d'exister, évidemment que j'ai envie de les mettre à la trappe. Sauf que évidemment je ne suis pas je ne suis pas le porte-parole de l'humanité, et aujourd'hui je suis plutôt dans une optique de déjà, si on arrive à tous s'entendre de façon générale, ça sera pas mal. Oui, c'est ce que tu disais la dernière fois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux, c'est vraiment des discours qui sont amplifiés, et là aujourd'hui particulièrement, c'est malheureusement la communauté trans qui est vraiment la plus impactée, surtout aux États-Unis. Vous imaginez pas le nombre de personnes trans. Donc il y en a certaines qui ont médiatisé cette partie-là, les personnes trans, alors que ça soit des M2F ou des F2M. Il y a une actrice il y a pas longtemps, j'ai plus son nom en tête là, qui a montré son passeport. Elle a refait son passeport et sur son genre, c'est redevenu un M. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de tout mélanger. On parle de propagande LGBT, mais non, c'est juste que on n'influence personne. On dit juste qu'on existe et que tu as le droit d'être comme nous, comme ne pas être comme nous. C'est tout. Voilà, c'est juste montrer à tout le monde que c'est OK d'être comme ça, que ça ne changera rien à ta vie. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne peut pas ne pas changer. Voilà, moi, je me rends compte, et je le disais dans le dernier podcast, que je me posais moins de questions à l'époque. Parce que pour moi, tous les signaux étaient ouverts. Je me disais, c'est top. La nouvelle génération, elle ne sera pas comme ce que moi j'ai vécu. Et je me rends compte aujourd'hui que malheureusement, et c'est vraiment moche ce que je vais dire, la génération après la mienne, elle est en train de vivre pire, malheureusement. Donc voilà, après, la culture queer, elle est toujours là. Il y a toujours des gens qui nous soutiennent, et heureusement. Il y a toujours des stars qui nous soutiennent, Lady Gaga en priorité. Alors, je ne vais pas dire je suis fan de Lady Gaga, mais c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, il y a des actrices, il y a certaines actrices, voilà. Et encore une fois, ce sont nos meilleurs alliés, les femmes, qui prennent la parole. C'est exactement ça. Lady Gaga encore, et c'était quoi aux Oscars ? Non, Grammy, je ne sais plus. Quelqu'un qui disait que justement, être woke, et je le disais tout à l'heure, c'était juste avoir conscience de l'opinion de l'autre, et c'était encore une femme. Et je vais redire ce qu'elle a redit dans son discours. Je dis, vous avez tous vu un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, sur les peuples, les minorités qui sont persécutées. Et vous êtes toujours dit, et si c'était moi, qu'est-ce que j'aurais fait ? Sauf qu'aujourd'hui, le peuple qui est persécuté, qui est en minorité, c'est nous. Donc, si vous savez quoi faire, faites-le. Même si ça peut être rien, ça peut être en parler autour de vous, ça peut être adhérer à une association, ça peut être, je sais pas, créer un podcast, faire des vidéos, en parler sur les réseaux. Mais voilà, il est temps que vous fassiez entendre. Et heureusement, aujourd'hui, on a l'avantage de pouvoir avoir certains médias qui sont avec nous.
Par exemple, je sais pas, si on vient sur Netflix, il y a beaucoup maintenant de séries qui sont gay-friendly, qui ce genre de choses, qui parlent vraiment de la vie normale. Là, je vais reprendre la série que j'ai regardée dernièrement qui s'appelle Heartstopper, où là, on voit la vie de 2 ados normaux. Et il y a plein de gens différents. Il y a des gens de races différentes, il y a des personnes cisgenres, il y a des personnes transgenres, des personnes gays, des personnes asexuelles. Voilà, ça montre vraiment que on est tous un melting pot de plein de choses différentes et on apprend tous à vivre de nos jours. Et encore une fois, il y a des moyens aussi, on peut peut-être parler des moyens à plus petite échelle de faire une différence. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas se lancer dans des projets, par exemple, comme le tien aujourd'hui, avec ce podcast engagé. Par exemple, c'est tout con, mais... enfin, c'est tout con, c'est tout bête. Mais si une personne de ton entourage, par exemple, tient des propos discriminants à l'égard de n'importe quelle communauté, tu peux juste lui faire reprendre ses paroles, tout simplement. Il y a des choses ou lui expliquer que c'est pas bien. Mais voilà, il y a des actions qui peuvent paraître insignifiantes au quotidien, comme corriger quelqu'un qui a des propos discriminants, mais qui vont vraiment faire la différence au long terme. Et cette vision long terme, on en a vraiment besoin. Oui, non, c'est vrai, parce que là, aujourd'hui, moi, aujourd'hui, j'ai pas de vision long terme. Je me dis, demain, comment ça va encore régresser ? Moi, je vois, par exemple, Disney, à l'époque, avait fait un gros effort par rapport aux anciens dessins animés, aux anciens films, qui sont pas forcément qui sont pas non discriminants aujourd'hui. Enfin, il y avait des choses à l'époque qui étaient dans la vie de tous les jours et qui étaient normales pour eux. Et avant, il y avait des avertissements, ce genre de choses, en disant que aujourd'hui, la société a évolué, ce qui est normal. Tout le monde évolue. Là, ça a été retiré, par exemple, sur Disney+. Il n'y a plus ces petits avertissements. Disney aussi a essayé de mettre quelques personnages queer, mais je ne sais pas si vous avez remarqué sur Disney que ça soit... dès l'instant où on essaye d'introduire quelque chose de queer, c'est plus sous-entendu. Par exemple, si on revient sur... j'ai qu'un exemple en tête, c'est La Belle et la Bête. Il y a une petite romance entre 2 personnages. Gaston, par exemple, il a un petit... Je sais plus comment il s'appelle. Il y a quelqu'un qui est fan de lui et tout. Et c'est sous-entendu que l'un est amoureux de l'autre, mais pas l'autre. Mais voilà. Mais voilà, on reste sur une culture qui a émergé et que j'ai l'impression aujourd'hui on essaye d'enterrer. Je me pose une question, mais je sais pas si elle est pertinente parce que je me sens très bête. Vas-y, on peut parler de tout. Hein. Mais dans La Belle et la Bête. Oui. Est-ce qu'on peut dire que du coup, tomber amoureux de la bête, c'est être à moitié zoophile ? Ah, je m'attendais à tout sauf à ça. Écoute, on appellera Disney Plus tout à l'heure. Voilà. J'aimerais bien savoir ce que Disney pense. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, après, on a l'avantage en 2020. Par exemple, en France, il y a Drag Race qui est arrivé. On est déjà à la 4e saison qui va arriver, je pense, en juin. Moi, c'est pareil, j'attendais ça un petit peu au tournant parce que c'est vrai que c'est un genre de concept d'émission qui te dit ça passe ou ça casse. Alors, quand on m'a dit déjà que ça allait arriver sur le service public, je me suis dit ça y est, ça va être un truc fait en carton-pâte. Il va y avoir 3 épisodes. Ça va pas du tout bien se passer. Et en fait, au final, c'était super bien accueilli. Et je me dis heureusement qu'il y a ça aujourd'hui. Ouais. Parce que j'ai vu tous les spectacles live et je peux vous jurer que le public, ça va de 7 à 97 ans. Enfin, voilà, il y a vraiment... toutes les familles, enfin voilà, c'est quelque chose, et je me souviendrai toujours, la première fois c'était à Nancy, donc je suis allé voir à Poirel avec, je crois que de mon groupe de potes, j'étais le seul gay, je crois. Oh. Ouais, je suis allé que avec des alliés, quoi, et vraiment c'était top. Trop cool. Ouais, vraiment. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, le phénomène, il prend de l'ampleur, et je me dis, heureusement qu'on a ça, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, heureusement que les drags sont là, et qu'elles ouvrent un petit peu la voie en disant, on existe, il y a plein de choses, et c'est pas forcément... souvent, quand on parle de culture LGBT, c'est que sexuel. Non, ce n'est pas que sexuel. Enfin, on n'est pas que ça. Enfin, voilà, c'est tellement beaucoup plus de choses. Enfin, voilà. Et moi, j'espère juste qu'on va tous, à un moment, un jour, et j'espère que je serai encore là pour le voir, vivre en harmonie, quoi. On n'est pas là pour se taper les uns sur les autres. Donc, voilà. Dédicace à J.K. Rowling. Non, mais j'avais dit on en parlerait, mais on peut pas. Et elle en le problème, c'est qu'on n'a rien à dire sur elle. En plus, tout est déjà dit. Harry Potter, enfin, moi, je vois ça. Alors, j'ai jamais été trop fan, mais ça a quand même créé un nouvel univers. Et en plus, ça a montré la diversité de plein de choses. Ça a permis d'avoir. Enfin, on peut pas dire qu'il n'y a pas une grosse fanbase queer de Harry Potter.
Enfin, voilà, je pense que je mentirais si je disais, voilà. Et juste, elle a tout balancé en racontant des conneries, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Après, on verra. Peut-être qu'on reviendra sur ce sujet dans un futur podcast. Je pense que tout ce qu'il y avait à dire était dit. Ouais, je pense que parler de J.K. Rowling, ça mérite un épisode à part. Mais là, le problème, c'est que j'aurai jamais assez de cartes SD pour l'enregistrer. Il y a tellement de choses. Mais le problème, c'est que ça devrait même pas être dit. On devrait même pas en parler de cette personne. Elle mérite même plus qu'on en parle. Franchement, c'est voilà. Malheureusement, elle a fait un très bel ouvrage, mais voilà. Ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est surtout de voir la réaction, entre guillemets, de notre communauté maintenant que justement elle a pété les plombs, tu vois. Parce que tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de... En vrai, on va quand même... ça peut être bien. On va faire mal, hein. on va faire un petit appel sur les réseaux et puis on verra ce qu'on en fait, si on en fait un petit podcast et tout machin, en fonction des réactions qu'on aura, parce que ça peut être vraiment intéressant. On va terminer ce podcast sur une petite note d'humour, parce que les 10 dernières minutes n'étaient pas forcément les meilleures. Il nous reste un petit quiz que j'avais préparé. On va voir si vous avez tout bien écouté, et puis si Lucas aussi a tout bien écouté, parce qu'il n'avait pas toutes les informations. Donc on va partir sur un petit vrai ou faux. Allez, c'est le moment du dernier quiz, ça s'appelle vrai ou faux. Il n'y a pas beaucoup de questions, j'espère que tu as un petit peu tout mémorisé. Allez, il y a 1, 2, 3, il y a 5 affirmations. Mais il y en a certaines dont j'ai pas trop parlé en fait. Donc il faudra trouver. À la maison, vous pouvez jouer aussi, il n'y a pas de problème. Allez, la première question, c'est le premier pays à légaliser le mariage pour tous, c'est l'Espagne. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux, c'était les Pays-Bas en 2001. Oui, parce que je viens de me rendre compte en fait que j'ai ma petite présentation là, et en fait il a toutes les réponses. Ah franchement, alors là j'ai trop bien travaillé en fait. Hein. Je me suis dit, est-ce que je joue le jeu? Non, non, regarde, tu vas jouer le jeu parce que dans 3 secondes, t'as plus la lumière. Oh shit. Ok. Bon, alors comme ça, vous verrez que c'est un petit peu spontané. Je ne vais pas redémarrer l'enregistrement pour faire genre. On va faire comme si c'était condition du direct. J'espère que t'as pas tout mémorisé. RuPaul's Drag Race, la première saison, c'était 2010. Vrai ou faux? Il fait moins le fier. Hein. C'est faux. Quelle année? Oh putain, attends. La saison 1, ouais. C'était avant 2010. Oui, puisqu'on en a parlé dans la première partie, mais quelle année? 2008. Ah, presque 2009. Oh. Mais tu sais, on a parlé en 2009, le flou, les VHS et tout. Voilà. Mais ça a été flou sur une décennie, donc... Non, franchement, à partir de la 2, ça va. Et à partir de la 6, on est vraiment bien. Ouais. Voilà. On va parler de la série Pose. Est-ce qu'elle est inspirée de la vraie culture ballroom des années 80-90? Ah bah ça oui, on en a parlé. Ça, et c'est bien, t'as retenu. Hein. Oui, c'est vrai. Et ça a vraiment mis en lumière des histoires souvent ignorées par la culture mainstream. C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'apport de la culture queer vraiment au plus grand nombre. Lil Nas X, tu connais? Oui. Ouais. Est-ce qu'il est devenu célèbre grâce à Lady Gaga? Non, puisqu'il a déjà eu une discographie avant, il y a eu Montero, et après il a eu des collabs. Ouais, sauf que ça remonte bien plus avant de ça. En 2019, il y a une chanson qui s'appelle Old Town Road. Ah, mais oui. Et en fait, c'est lui qui faisait le vocal, bien avant Montero et tout ça. Avec Billy Ray Cyrus. C'est ça. On va parler des TERFs, T-E-R-F, qui est un groupe féminisme pro ou anti-trans. J'en ai parlé tout à l'heure. Mais oui, bien sûr, et je sais très bien la réponse. Les TER, les TERFs, elles sont bien évidemment pro. Eh ben non. Putain. Non. Justement, je disais que c'était elle, en fait. Il disait que les trans gâchaient tout. Voilà. Donc, j'espère quand même que ce podcast vous aura fait... J'ai merdé. Mais non, t'as pas merdé. J'espère que ce podcast vous aura vraiment fait grandir par rapport à tout ça. S'il y a des choses que vous ne saviez pas, que vous les avez appris, j'espère surtout que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien rigolé, parce qu'on n'a pas fait que militanter, mais on s'est aussi bien amusé. Lucas, ça va? T'as passé un bon moment? On s'est bien amusé? Oui, petit coup de stress sur le quiz à la fin quand il n'y a plus eu les questions, mais les réponses. Non, mais c'est moi qui étais trop gentil. Enfin, voilà quoi.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Queer and Curious. J'espère que tu as bien ri, bien réfléchi, et même si tu as un peu grincé des dents, c'est tant mieux. Ça veut dire qu'on a vraiment bien travaillé. On revient très bientôt pour plus de discussions sans fil, plus d'invités, et plein de moments shady et de vérités décomplexées. Et surtout, rappelle-toi, dans la vie, sois juste audacieuse, réelle, et surtout, sois plus drag que tes problèmes. À bientôt les petits curieux.